Bonjour à tous, merci d'être présents à cette session. On va parler de synchronisation entre data platform, notamment chez Carrefour. Je suis data architecte au niveau du groupe Carrefour et je suis aussi Google Developer Expert sur Google Cloud, c'est-à-dire que je suis reconnu comme expert par Google sur son cloud. Donc forcément, comme Carrefour a 80% de ses assets sur Google Cloud et que je suis expert cloud, on va parler de Google Cloud et de data. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez Google Cloud ici? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Oh, pas mal, mais pas mal. Est-ce que si je vous montre ça, vous savez ce que c'est? Ouais, un peu moins. D'accord, ok. Bon, ça c'est Cloud c'est un service qui permet de faire tourner des conteneurs en mode serverless. Je suis un grand fan, de toute façon je vais vous en parler un peu plus tard. C'est juste pour jauger le niveau de l'audience. Alors, est-ce que vous connaissez Carrefour aussi? Oui, j'ai dit que vous connaissez un petit peu Carrefour. Alors je ne vais pas faire de pub pour Carrefour, je vais juste vous présenter quelques chiffres pour vous dire que chez Carrefour, quand on fait de la data, on fait de la big data parce qu'on a vraiment beaucoup de données. En fait, Carrefour, on a 80 millions de clients sur 40 pays et bon, voilà, on a 14 000 magasins, mais surtout, on génère chaque année plus de 3 milliards de tickets de caisse. Alors, ce chiffre, il est important, vous allez voir juste après, parce qu'on fait plein de choses cool au niveau de la data chez Carrefour, parce qu'on a plein de données, ça c'est bien. J'aurais pu vous parler de projets comme SNOP, comme Ascendant Builder, Forecast G6. J'en ai choisi un autre, c'est Lynx, parce que je pense que c'est le plus simple à appréhender par peut-être des personnes qui ne sont pas dans le retail. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce projet-là. Le projet, c'est juste pour illustrer en fait, le problème de synchronisation que l'on va avoir. Le projet Lynx, qu'est-ce que c'est? Le projet Lynx, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, dans tous nos pays, on faisait la même chose. En fait, on est un retailer, donc on a toujours les mêmes domaines de données. On a des données clients, on a des données sur les magasins, sur l'e-commerce, sur les stocks. Et en fait, ces données sont déjà traitées localement par les pays. Pourquoi? Parce qu'on a des systèmes de stock locaux, on a des systèmes de caisse qui sont locaux aussi. On a des contraintes, des fois des contraintes de TVA, de taxes qui sont propres à l'Espagne, propres au Brésil. Donc voilà, on a vraiment des systèmes qui sont assez locaux. Donc les pays processent les données temps réel, opérationnelles, comme ils veulent. Mais à la fin, ils vont les exposer dans BigQuery. Alors BigQuery, qu'est-ce que c'est? C'est un data warehouse sur Google Cloud. Si vous connaissez Snowflake, c'est un petit peu la même chose en fait. Hein. Donc c'est un système de base de données fait pour de l'analytique. Alors c'est pas du temps réel, c'est vraiment fait pour de l'analytique. Ça va traiter des terras, des pétas de données très bien. Par contre, quand vous avez quelques kilos, ben, ça va être un peu lent. Voilà, c'est vraiment fait pour de la masse. Donc là, les données elles sont exposées dans BigQuery dans tous les pays. Et qu'est-ce qu'on va faire au niveau du groupe? Et c'est là où j'interviens au niveau du groupe. On a créé un projet qui s'appelle United, qui permet d'unifier, de centraliser, d'homogénéiser toutes ces données qui viennent de tous les pays, dans un même data warehouse. Et ensuite, à partir de là, c'est là où on peut créer des choses cool, des projets, des produits, et on va parler de Lynx. Alors Lynx, qu'est-ce que ça fait? En fait, on a toutes les données de tous les pays, et notamment les tickets de caisse. C'est le plus gros, donc rappelez-vous, hein, c'est 3 milliards de tickets de caisse. On prend tous ces tickets de caisse et on va exploser ces tickets de caisse par produit. Et on va catégoriser, créer des datasets par ce qu'on va appeler des CPGs, Consumer Packaged Goods, nos fournisseurs en fait, des L'Oréal, des Pepsi, des Coca, des Nestlé, etc. Donc en fait, on va avoir un dataset par CPGs, et donc il faut prendre toute cette grosse donnée et la répartir en fonction de ses fournisseurs. Et cette donnée, on la revend. Pourquoi on le revend? Parce que les fournisseurs sont contents de savoir quel segment de client a plus acheté ou moins acheté de leurs produits, de savoir dans quel magasin on a surperformé ou sous-performé. Eux, ils peuvent croiser ces données-là avec des données de marketing, de campagnes publicitaires qu'ils ont fait. Bref, c'est une source de données qui est importante. On est le seul retailer de cette taille-là à faire ça au monde. Même Walmart ne le fait pas, ils font d'autres choses cool, mais ça, ils ne le font pas. Donc voilà, on est vraiment fiers de ce produit-là. Et voilà, aujourd'hui, c'est une grosse source de revenus et d'activité, mais ça demande beaucoup de précision et de qualité dans les données. Donc, on va partir de ce use case-là et on va voir comment est-ce qu'on a fait pour améliorer nos synchronisations dans les différentes data platforms. Alors, si on parle de synchronisation, qu'est-ce qu'on a fait? On va partir déjà de l'étape fonctionnelle de ce qu'on souhaite faire. Ce qu'on souhaite faire, c'est avoir des pays, alors j'en ai pris 3 au hasard, hein, la France, le Brésil et puis l'Espagne, qui sont assez typiques en termes de contraintes, vous allez voir après. Et en fait, on les a synchronisés dans United, donc on a copié les données dans un data warehouse qui est centralisé, et ensuite on a servi différents use cases de Lynx
Vous allez voir, il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle POS, pour Point of Sales, les performances des points de vente. On a aussi Data Shopper, donc là c'est plutôt pour les segments clients, savoir si on a vendu bien à des clients ou si on a perdu des clients, ce qu'on appelle du churn dans le retail. On a aussi des use cases autour de la supply, savoir les qualités de service, les taux de service, les commandes amont, aval, etc. Bon voilà, on a plein de use cases. Donc on va souhaiter synchroniser en fait 3 étapes, les données sources, l'étape centralisée et ensuite les use cases des produits finaux. Donc on va commencer par quelque chose. Alors la question pour vous, vous devez commencer à synchroniser des data platforms comme ça, donc une source, une étape intermédiaire et ensuite des use cases qui utilisent la donnée. Vous commencez par faire quoi? C'est quoi le plus évident, le plus simple, le plus bateau pour commencer à séquencer toutes ces étapes? Une idée? Alors, les données, elles sont collectées, mais comment est-ce qu'on fait pour dire à quel moment on commence? À quel moment on fait la collecte? À quel moment on les centralise? À quel moment on fait les use cases? Un peu plus loin l'événementiel. Là, on va commencer vraiment basique. Le plus simple, c'est du batch et c'est par étape. En fait, on va avoir un scheduler assez bêtement. Voilà, donc on va commencer à synchroniser les données de Unity, donc copier les données sources vers le dataset centralisé. Ensuite, on va commencer à faire un premier use case de links, POS, Point of Sales, puis après un deuxième use case, Data Shopper. Vraiment le côté le plus simple, on a commencé mais comme ça il y a 3 ans, voilà, assez naïvement. Bon, ça fonctionnait, donc c'était cool. Mais le problème, c'est que ça a bien fonctionné, donc les clients étaient contents, ils voulaient encore plus de données, encore plus de use case, donc est arrivé Supply. Où est-ce qu'on le met? Parce que là, on a ouvert le service à 7h du matin. Si on met Supply, la nuit, elle n'est pas assez longue. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là? Et on paralyse, exactement. Donc l'étape la plus évidente, c'est de paralyser. Donc, quand on va traiter nos données des use cases, par exemple à minuit, au lieu d'avoir un seul traitement, on les paralyse et on fait du data shopper, du POS et du supply. Alors je rends compte que je n'ai pas parlé de quelque chose, de ce service-là. Donc c'est un service qu'on appelle le Cloud Scheduler sur Google Cloud. C'est assez simple, vous avez une expression, une cron-expression, et à une certaine date, ça envoie un message HTTP. Donc ça fait un call HTTP sur un truc. Et le truc ici, c'est Cloud Run. Donc je n'ai pas l'introduction. Cloud Run, c'est un service qui héberge des conteneurs en serverless. Donc on pousse le conteneur et puis c'est tout. Et ça réagit à des requêtes HTTP. Quand ça a une requête HTTP, ça prend la requête, ça démarre le conteneur, ça le traite, et après ça arrête le conteneur. Voilà, donc paye que quand ça tourne. Donc voilà, ce Cloud Scheduler, c'est sur une heure fixe, on envoie une requête HTTP. Assez bête. Bon, ok, donc ça c'est cool. Donc là, on a fait typiquement le traitement des use cases. Là, on a un process de divergence, c'est-à-dire qu'on a un événement et on va diverger sur différents processing. Ça s'appelle ici. En fait, on va avoir un pattern qui est appelé un fan-out. On va diverger, donc ici on est en fan-out. Ce que je ne vous ai pas dit, mais on le fait déjà en fait pour la partie synchronisation au niveau de United. En fait, à 22h, on a pareil un Cloud Scheduler qui invoque un Cloud Run qui va lancer un process. Ce process va copier en parallèle les données, donc les matérialiser, les données de France, de Belgique et puis d'Espagne, et puis les autres pays, et on va les centraliser dans United. Là, on a un process en fan-out et ensuite fan-in. Fan-in, c'est la convergence. C'est juste pour introduire ces deux concepts. Et ça, on le fait de manière assez native. On utilise DBT. Donc avec DBT, on a on a décrit toutes nos transformations qu'on voulait en SQL. Et puis DBT automatiquement organise et paralyse toutes les requêtes à faire dans BigQuery. Donc on n'avait rien à faire pour cette paralysation, c'était natif. Donc ça, c'est cool. On a réussi à paralyser. Par contre, moi, en tant que data architecte, je ne suis pas super content. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai au mieux une perte de temps. Et je dis bien au mieux. Hein. Parce que est-ce que vous savez ce que c'est au pire? Alors c'est un rapport avec de la perte de données, mais ce n'est pas exactement ça. En fait, le au pire, c'est qu'ici, l'intégration prenne plus de temps, on a plus de données, on a des lenteurs sur BigQuery ou autre chose, et que l'on démarre déjà le traitement des use cases alors qu'on n'a pas fini d'intégrer toutes les données. Donc là, on perd du temps, on perd de l'argent, on fait du processing mais pour rien. Donc voilà. Donc au pire, ça coûte cher. Et au mieux, on perd
du temps. Alors ça, c'est vraiment mais pas génial. Alors on fait comment pour améliorer ça? Ouais, voilà, je l'ai entendu. C'est assez simple. Voilà, donc l'événementiel, c'est arrivé quand même un peu plus tard. Voilà, donc on s'est d'abord heurté à certaines problématiques, notamment des intégrations trop lentes. Et donc, pour éviter de faire des choses pour rien et ensuite de tout supprimer et de revenir en arrière, enfin bref, de perdre du temps et de l'argent, on a fait de l'événementiel. Donc l'événementiel, qu'est-ce que c'est? C'est on va commencer à intégrer les données dans United et quand c'est fini, on va notifier, on va envoyer un message quelque part. Donc là, je vais introduire un nouveau service dans Google Cloud, c'est PubSub. PubSub, c'est vraiment un pattern publisher et subscriber. Donc on pousse un message dans un topic, on met une souscription sur ce topic. La souscription va invoquer quelque chose, on appelle HTTP, c'est une push subscription, appelle HTTP vers CloudRun. Donc là, c'est assez magique, on a simplement remplacé le class scheduler par PubSub et finalement, on a gardé notre pattern initial et ensuite, on continue à faire nos traitements. Ce qui est cool ici, c'est qu'en ayant gagné du temps de synchronisation, dans le meilleur des cas, on finit plus tôt ici dans le traitement, ce qui nous permet d'avoir optimisé, donc on a optimisé la synchronisation et surtout, on s'est offert un temps de rejeu au cas où il y ait des problèmes, des choses à relancer pendant la nuit pour conserver notre SLA et ouvrir le service à 7 h du matin. Donc ça, c'était cool. Donc ça, on l'a mis en place et maintenant, on est beaucoup plus serein quand on chaîne le produit central qui est United et les différents use cases qui utilisent les sources de données centralisées. Par contre, toujours pareil, en tant qu'architecte data, il y a un truc qui ne me va pas. Ce qui ne va pas, c'est celui-là. Au début, à 22 h, d'ailleurs, pourquoi à 22 h, on lance quelque chose qui va synchroniser les données. On pourrait lancer à 10 h du matin, à 15 h. Pourquoi 22 h? Alors en fait, on a décidé 22 h, mais comme ça, mais ce n'est pas idéal. En fait, quand on regarde les différents cas que l'on a chez Carrefour, c'est pour ça que j'ai pris France, Espagne et Brésil, c'est que la France est particulière. La France est très en avance. La France est le pays historique de Carrefour, donc c'est là où il y a le plus grand nombre de clients, le plus grand budget aussi en termes d'IT. Et eux, ils intègrent les données en temps réel, notamment des tickets de caisse en temps réel. Et encore plus maintenant qu'on n'est plus obligé d'avoir des tickets de caisse quand on paye en caisse, il nous faut avoir le ticket de caisse par email, en tout cas quand on a une carte de fidélité, par email ou dans l'application, on va dire dans les 30 secondes, parce que si on paye et qu'à la sortie de Carrefour, on se fait arrêter par un vigile pour être sûr qu'on a bien acheté les produits, il faut bien qu'on ait l'application pour montrer, ben oui, j'ai bien acheté les produits, je vous le montre dans l'application. Donc voilà, on est quasiment en temps réel aujourd'hui en France, donc voilà, le data warehouse de la France est toujours OK. Pour le Brésil, c'est différent. Ben, le Brésil, ils ont 6 heures de décalage, donc quand on lance ça à 22 h, ça ne va pas, c'est 22 h, je crois que c'est 4 h de l'après-midi chez eux. 22 h au Brésil, c'est 4 h du matin en France, donc finalement on aura toujours les données de la veille au Brésil. Donc voilà, on est toujours embêté avec le Brésil et leur ligne géographique. Toujours pareil avec aussi Taïwan ou l'Argentine, c'est pareil, on a des problèmes de fuseau horaire. L'Espagne est encore différent, l'Espagne ils n'ont pas vraiment migré sur le cloud, ils sont encore sur Cloudera. Alors, ils ont un Cloudera qui est sur Google Cloud, mais ça reste quand même un écosystème qui met Cloudera. Ils font un extract tous les jours à 21 h et ils le chargent dans BigQuery. Et en fait, BigQuery, c'est que pour nous. En fait, mais des fois, leur extract ou leur chargement dans BigQuery ne marche pas. En fait, ils s'en moquent un petit peu parce que eux, opérationnellement, ça ne les impacte pas. Donc en fait, voilà, il faut les appeler et leur dire il y a un truc qui ne marche pas. Donc souvent, on a des rattrapages à faire. Donc voilà, on a des cas d'usage qui sont vraiment différents pays par pays. Et c'est assez difficile de se synchroniser, d'être tous sur la même longueur d'onde chez Carrefour. Alors comment est-ce qu'on va faire pour améliorer ça? Alors une solution qui est impossible, enfin en tout cas impossible chez Carrefour, peut-être que dans des entreprises plus dictatrices ou militaires ça marcherait, c'est de se dire qu'on décide au niveau du groupe qu'à 20 h, les plateformes de tous les pays se mettent à jour. Et ensuite, une fois qu'elles sont mises à jour, elle dit, voilà, moi je me suis mis à jour, et donc nous, on peut commencer la copie de ces données à partir de 22 h, ou dès que les données sont disponibles, on lance ça. Alors ça, c'est pas possible parce que chez Carrefour, déjà, on est très distribué, on est souvent issu de différents rachats, donc on a des façons de faire qui sont différentes, on a des équipes qui sont différentes, on a des chefs qui sont différents. Toujours pareil, hein, il y a certains bastions, que ce soit en France ou dans d'autres pays, où on est plus ou moins contre le groupe. Donc voilà, donc que le groupe décide de quelque chose pour tous les pays, chez Carrefour, ça ne le fait pas. Donc ça, c'est pas possible. En fait, ce qu'on voudrait, de manière idéale, c'est d'avoir uniquement une plateforme en fan-in.
Ça veut dire qu'on a des événements qui viennent de différents endroits, et quand on a tous ces événements, eh bien on peut le faire. Donc typiquement, la France, le Brésil, l'Espagne se synchronisent quand ils veulent, on s'en moque un petit peu, mais une fois que leur plateforme est à jour, ils envoient un message pour dire hey, « moi c'est bon, je suis à jour ». On pourrait très bien imaginer qu'ils nous publient un rapport d'exécution en disant « j'ai réussi à me mettre à jour avec 80% de mes caisses automatiques, j'ai réussi à me mettre à jour » ou « j'ai eu un problème » ou voilà. Bref, avoir de l'information sur « je me suis mis à jour » avec une certaine qualité de mes données. Et si bien sûr ils ont eu un problème technique, quand même avoir un trigger, on va dire à 22 h pour dire bon, au pire, si j'ai pas eu quelques pays, c'est pas grave, mais j'envoie quand même un message et j'ai mon message qui arrive dans PubSub et c'est l'application en aval qui décide est-ce que j'ai tous les pays, je me synchronise, est-ce que j'en ai que la moitié, je me synchronise quand même, ou plutôt j'attends, parce que des fois quand on ne synchronise que la moitié des pays, ou si un pays s'est synchronisé qu'à moitié, ça nous est arrivé par exemple avec le Brésil, il y a 40% des caisses qui n'ont pas été récupérées, parce qu'ils ont eu un problème Internet dans le sud du pays, mais 40% des caisses n'ont pas été récupérées au Brésil. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on synchronise quand même le Brésil avec 60% des informations ou on ne le fait pas du tout? Après, on aura des données qui seront incohérentes dans la plateforme, on va avoir un creux dans le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est à décider. Et donc justement, c'est ces rapports d'intégration, d'exécution qui peuvent permettre à la plateforme en aval de décider si elle lance son traitement ou si elle préfère attendre. Donc cette plateforme, ce truc au milieu, est-ce que ça existe? Alors moi, j'ai cherché sur Google Cloud, ça n'existe pas. J'ai demandé à des collègues qui sont plutôt experts sur Azure ou sur AWS. À l'époque, ils m'ont dit que ça n'existait pas. Donc voilà, je ne sais pas comment faire ce truc-là, ça n'existe pas. Donc j'ai quand même demandé à Google qu'est-ce qu'eux, ils en pensaient. Ils m'ont proposé quelque chose que je vais vous présenter, qu'on n'a pas fait parce que ça ne peut pas marcher, qui est avec Cloud Workflow. Donc Cloud Workflow, c'est aussi un service de Google Cloud qui permet d'enchaîner des étapes comme une machine à état. Vous décrivez votre workflow et vous enchaînez des étapes. Qu'est-ce que m'a proposé Google? C'est d'avoir un scheduler à un moment qui lance un workflow. Le workflow, donc c'est une exécution. Donc on lance une exécution et je sais pas à 10 h du matin. Et le workflow, première étape, il va faire ces étapes en parallèle pour chacun de nos pays et il va générer une URL de callback. Et ensuite, cette URL de callback est envoyée au pays. Ok, très bien. Les pays vont stocker cette URL, ils vont faire les traitements qui vont bien, déclencher leur processing quand ils veulent. Une fois que le processing est fini, ils vont utiliser cette URL de callback pour pousser le message, enfin pour notifier workflow. Et une fois que workflow est notifié, très bien, on peut envoyer un message dans PubSub. Évidemment, on peut mettre aussi des timeout sur les URL de callback qui permet de dire, à ce moment-là, si on n'a pas eu le message, on continue mais quand même pour ne pas bloquer toute la plateforme. Alors ça, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que, ça va être assez évident ce que je vais vous rappeler, mais Carrefour n'est pas une boîte IT. Nous, on est un retailer, on vend des patates dans des magasins et on le fait très bien. Par contre, de l'IT, on le fait pour soutenir le business, mais on le fait un peu moins bien. Et en fait, typiquement, quand on fait ça, donc, mais déjà, il y a une étape ici, j'envoie une URL de callback à des pays. Alors, pour que le pays le reçoive, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est un fichier Excel? Est-ce que c'est un email? Est-ce que c'est une API? C'est pas vraiment évident pour tous les pays. Notamment, on a aussi des petits pays comme la Pologne ou la Roumanie qui ont un service IT qui est très réduit. C'est pas évident. Ensuite, j'ai parlé de l'Espagne qui a souvent des incidents, enfin, mais souvent, qui a des incidents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont réparé l'incident de la veille. Est-ce qu'ils notifient avec l'URL de la veille, avec l'URL d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas très clair, c'est pas très simple. Et voilà, donc c'est des choses qui ne sont pas utilisables chez Carrefour. Et surtout, moi, le problème que j'ai toujours, c'est qu'ici, on a toujours un fan out et un fan in. On n'a pas juste un fan in. Moi, je veux juste avoir la convergence. La divergence, je ne la veux pas. Je voudrais arriver à m'en affranchir. Et comme rien n'existait, j'ai décidé de faire un petit outil que j'ai appelé EventSync. Bon, voilà, après, c'est juste un nom. Hein, si vous avez mieux, je suis preneur. Donc, j'ai fait un petit programme qui ferait 200-300 lignes de code en Go, qui est open source. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez.
Alors, qu'est-ce que ça fait, cet event sync? Event sync, ça permet de synchroniser des événements. 4 blocs fonctionnels à l'intérieur. Le premier, c'est de la configuration. Forcément, on démarre ce module, on le configure. Ensuite, on va avoir des événements. Donc, on va devoir les écouter. Donc, un module qui va écouter les événements et qui va aussi les stocker. Une fois qu'on a récupéré des événements qui sont stockés, on va avoir un module, le dernier, qui va vérifier si toutes les conditions sont réunies pour ensuite émettre un message en sortie. Et bien sûr, en entrée, on a tous nos événements qui peuvent arriver. Donc ça, c'est le principe fonctionnel. Si je mets quelques briques Google Cloud au-dessus, on va forcément retrouver au milieu du Cloud Run pour faire fonctionner des choses qui écoutent du HTTP, donc un compteur qui écoute du HTTP, en sortie du PubSub pour publier dans des messages et notifier la synchronisation. Et ensuite, ici, on a un nouveau composant, c'est Firestore. Ceux qui font du mobile avec Firebase doivent connaître parce que c'est très similaire. C'est juste une base de données documents, aussi en serverless. Donc vous payez uniquement le nombre d'écriture, de lecture et de suppression de vos documents. Donc il n'y a rien à administrer, il n'y a pas de paiement minimum par mois ou par jour. Donc voilà, ça c'est top. Enfin, vous payez uniquement le stockage, mais pas le runtime. Donc voilà, j'ai développé ça pour avoir quelques features. Alors je vais passer très rapidement sur le sujet parce que je ne suis pas en train de vendre quelque chose qui est open source et gratuit que j'ai fait un week-end. Mais en tout cas, le but c'est de tirer parti des services de Google Cloud. Deux choses intéressantes. La première, c'est que c'est du serverless. On paye que quand ça tourne. Et comme on n'a pas beaucoup de messages, pas beaucoup de données dans PubSub ou dans Firestore, ça coûte rien. Voilà, avec les fritières, ça coûte rien. Donc ça, c'est cool. Et aussi, nativement, on utilise toute la sécurité de Google Cloud. On n'a pas des identifiants externes ou autres. Donc on est vraiment entièrement dans l'écosystème. On n'a pas à se soucier de la sécurité. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. En termes de configuration, on peut configurer donc, tous les endpoints qui vont écouter. On va y mettre un nom. On va mettre des verbes qu'on accepte, un post, un put, un push, un delete si on veut. On va pouvoir évaluer les événements de manière synchrone ou asynchrone. Je vous montrerai l'impact que ça a sur la démo, mais juste après. On va pouvoir aussi paramétrer les triggers. Alors qu'est-ce que c'est? On va pouvoir faire varier la fenêtre d'observation, est-ce que c'est sur une journée, sur une heure, sur une minute. Ça, c'est à voir. Est-ce qu'on garde les événements une fois qu'on a déclenché un trigger, ou est-ce qu'on fait table rase du passé, on supprime tous les événements? Est-ce qu'il faut un nombre minimum d'occurrences par endpoint pour déclencher le trigger? Et enfin, l'événement qui est généré est complet, c'est-à-dire qu'il va récupérer tout ce qu'il y a dans tous les événements en source pour en fait consolider on va dire tous les rapports qu'il a reçus en entrée vont être consolidés dans un même message en sortie, ce qui permettra à l'application en aval de connaître tout ce qui s'est passé au niveau des événements et de prendre la bonne décision, est-ce que je déclenche ou pas mon traitement. Bon, ça, je vais vous le montrer à travers une démo. Alors, avant de vous passer à la démo, juste l'architecture de la démo que j'ai mis en place. On va forcément avoir Event Sync, c'est un petit peu le sujet, donc on va avoir Event Sync qui va tourner à un endroit. J'ai créé une page web. Alors, je vous demande d'être un petit peu indulgent, c'est pas du tout mon domaine, la page web. J'en suis plutôt fier, mais vous allez voir, elle n'est pas très belle. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va lancer des requêtes HTTP sur Event Sync et on va avoir un petit module qui va pousser aussi des événements et un module qui va écouter des événements pour la démo et on va avoir justement une WebSocket qui va écouter les événements qui vont arriver sur PubSub. Donc c'est à ça qu'il faut s'attendre. Alors la démo, hop, on va cliquer ici. Ça c'est gros, ouais, ça a l'air des médailles. Ok. Donc là, voilà, on a juste les messages qui sont envoyés en HTTP, on a la config qu'on a récupérée ici, et ici on a les messages PubSub qui vont arriver. On a 3 types d'événements, A, B, C, et on peut les configurer. Donc typiquement ici, je peux envoyer un message, je vais appeler A1, je vais envoyer un message ici, hop, on voit qu'il est envoyé ici au niveau du log, ici aussi B1, ok, pareil ici, C1, ok, donc là, très bien, j'ai envoyé 3 événements. Si je vais voir la configuration, sur l'entrée A, j'ai besoin d'une occurrence, sur l'entrée B, j'ai besoin de 3 occurrences, et sur l'entrée C, j'ai besoin d'une occurrence, mais je vais conserver uniquement la dernière. La dernière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'envoie ici
par exemple 2 événements à l'entrée A, et ici, hop, 2 événements à l'entrée C, juste C2 va être conservé en sortie. Il me faut 3 événements sur B, donc là j'ai fait B1, B2 et B3. Et une fois que tout est arrivé, automatiquement, hop, le message est envoyé sur PubSub et on va avoir donc le message qui est complet, qui va contenir donc l'entrée A, les entrées B et les entrées C qui sont ici. Et en fait, quand on regarde, entrée A, on va avoir l'événement A1 et A2 que j'ai rentré. L'entrée B, on va avoir B1, B2 et B3. Il en fallait 3 au minimum. C'est ce qui est notifié ici. Et l'entrée C, j'ai eu 2 événements. Mais par contre, j'ai gardé que le dernier. Donc c'est que C2 qui est envoyé. Donc en fonction des sources, en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez besoin dans les événements en aval. Si par exemple, comme pour la France, vous avez des mises à jour qui sont en permanence, que la France envoie par exemple toutes les 10 minutes, je suis à jour, je suis à jour, je suis à jour. Vous n'avez pas envie d'avoir l'historique de toute la dernière mes journées, peut-être juste le dernier événement pour savoir à quel moment la France a été à jour au plus tard, ça vous suffit. Donc voilà. Autre chose, on peut aussi forcer un trigger. Donc là, j'ai fait table rase du passé. Si je force un trigger maintenant, on peut voir qu'on a 0 occurrence de tous les événements. Et donc là, typiquement, on reçoit un événement qui est comme ça dans la plateforme qui est aval. Rien n'a été traité par United. Pas besoin de lancer un traitement avec Lynx ou un autre use case, puisque de toute façon, il n'y a pas de données qui ont été mises à jour. Donc là aussi, on a cette information-là. Voilà. Bon, après, il y a des features comme remettre à jour les entrées ou autres. Je vais repasser sur les sides. Voilà, c'est juste une petite démo pour montrer qu'on peut l'utiliser assez facilement. Comment ça s'intègre maintenant chez Carrefour? Parce que c'est très bien, hein, je me suis amusé à faire ça, c'était cool. Mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce qu'aujourd'hui, dans nos plateformes de développement, on essaie de mettre en place ça. Alors je dis bien essayer parce qu'il faut arriver à synchroniser différentes équipes. L'équipe United, donc là c'est mon équipe, c'est assez simple, mais aussi les autres use cases qui, eux, ont d'autres priorités. Et donc là, par contre, voilà, on est en train de mettre ça en place, on les informe et on est en train de tester la solution avec eux. Donc l'idée est de se dire que la France, le Brésil et l'Espagne, alors aujourd'hui on travaille qu'avec la plateforme de la France et la plateforme de Belgique pour ce test. Donc on n'a pas tous les pays encore, mais là aussi il faut les prendre en charge. On va avoir donc justement cette notification qui est faite avec les pays. On a EventSync qui est au milieu et on va avoir donc le message PubSub qui est généré. Et ensuite United qui va traiter les messages. Et on a aussi un trigger qui est, alors aujourd'hui c'est manuel, mais on a prévu de le mettre sur un class scheduler, c'est un appel HTTP que l'on peut faire, donc on le met sur un scheduler et ça déclenche EventSync. Donc ça c'est notre ambition aujourd'hui. Je ne sais pas si 2024 va être la bonne année pour arriver à quelque chose en production, mais en tout cas c'est comme ça qu'on souhaite améliorer notre data plateforme parmi plein d'autres évolutions fonctionnelles que l'on a autour. Donc voilà, on essaie de trouver un petit peu de temps pour ça. Juste en conclusion, si vous voulez essayer, vous pouvez le faire. C'est un produit qui est open source, vous le trouverez sur GitHub sans problème. Si vous voulez partager votre avis parce que ça marche bien, tant mieux. Parce que ça ne marche pas, très bien aussi. Si vous avez des idées d'évolution, vous voulez les faire, contribuez. Si vous voulez que je les fasse, pareil, vous ouvrez une issue et je serai ravi de pouvoir faire évoluer le produit pour vous. En tout cas, si ça vous est utile, c'est cool. Pour nous, on l'utilise. Donc voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, a un intérêt pour nous à minima et c'est pas mal. Sur ce, je voudrais vous remercier de votre attention. Si vous avez des questions maintenant, je suis ravi de vous répondre. Si c'est plus, mais plus tard, vous avez mes coordonnées sur LinkedIn, sur GitHub ou Twitter ou autre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis ravi de vous répondre à vos questions sur EventSync ou alors sur Google Cloud en général ou sur Carrefour ou ce que vous voulez. Voilà, toujours discuter, c'est cool. Merci à vous. Vous avez des questions? Merci. Moi, c'est un peu en amont de votre présentation, toutes ces données que vous manipulez. Est-ce que parfois il y a un risque de désaccord entre Carrefour et les fournisseurs?
les Nestlé, les Coca-Cola, les L'Oréal, sur qui est le propriétaire de ces données, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Alors en termes de propriété, on a quand même, enfin, les données sont notre propriété. C'est les données qu'on récupère de nos caisses, de nos ventes. Voilà, la seule chose qui pourrait appartenir à nos fournisseurs, ce serait le code barre ou la référence du produit. Mais en fait, toutes les données viennent de chez nous. C'est nos systèmes de caisse, nos systèmes d'entrepôt, de stock qui produisent cette donnée-là. Voilà, c'est que le code barre, on va dire, qui pourrait appartenir à nos fournisseurs. Donc, là, ça va. Par contre, en termes aussi de propriété, c'est plutôt avec les pays. Des fois, on se pose des questions. Dans certains pays, il y a la conservation maximale des données. Par exemple, les données de tickets de caisse doivent être conservées que 2 ans. Je crois que c'est au Brésil. Et nous, on veut les conserver 3 ou 5 ans au niveau du groupe. Donc, on a aussi des actions d'anonymisation ou de suppression de certaines parties des données dans les tickets de caisse pour pouvoir les conserver plus longtemps et ne pas être en conflit avec la législation au Brésil. On a plus de problèmes dans ces cas légaux entre les pays, ou la RGPD, des choses comme ça. Donc déjà, les données personnelles, on les transfère pas entre pays. Au moins, on est débarrassé des problèmes de données personnelles. Mais voilà, c'est plutôt ces problèmes légaux que l'on a à l'interne chez Carrefour qui sont aujourd'hui plus difficiles à régler. Oui, la donnée qui est poussée chaque jour, c'est la donnée du jour où on peut imaginer qu'il y ait des mécanismes de déduplication ou de synchronisation partielle? Bonne question. Alors, c'est la donnée qu'on récupère, en fait, on récupère à chaque fois la donnée des 30 derniers jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que les données de vente, on peut les faire sur le jour même. Il y a aussi des données de vente, par exemple dans le e-commerce, on peut faire des commandes à l'avance pour récupérer les données 2 jours après. Et donc, en fait, la commande qu'on a récupérée 2 jours après, elle s'est mise à jour 2 jours dans le passé. Donc, on est obligé de récupérer voilà, sur une certaine historique pour être sûr. Et on se dit qu'au bout de 30 jours, voilà, on n'a plus de modifications dans le passé. Pareil, on peut avoir des corrections de stock, on va avoir des corrections comme ça. Donc, voilà, on récupère quand même 30 jours de mes données. Donc, forcément, on a des duplicats. En fait, on a des doublons donc, sur ces 30 jours. Et après, quand on intègre ça dans la plateforme centrale, on déduplique les données qu'on a déjà pour garder que des informations uniques. Et on pourrait imaginer que ce soit dédupliqué à la source et qu'il y ait juste le différentiel qui soit poussé par chaque pays? Alors, c'est ce sur quoi on œuvre, mais c'est assez compliqué parce qu'en fait, ce projet United, c'est pour mettre à disposition des données au groupe, mais le pays en a, pour certains pays, notamment comme pour l'Espagne, mais pour d'autres aussi, ça a assez peu de valeur. En fait, ils doivent mettre de l'argent, de l'investissement, du budget pour faire ce genre de choses-là, pour une valeur qu'ils n'ont pas en sortie. Donc c'est beaucoup de négociations. Est-ce que le groupe va cofinancer les développements? Est-ce que voilà, donc voilà, c'est beaucoup politique pour faire évoluer les lignes sur ce sujet-là. Mais ce serait bien d'avoir que le delta. Ça économiserait du temps, de l'argent, du transfert de données, notamment quand on a le Brésil ou l'Argentine. On va récupérer juste ça, c'est pas trop mal. Et ça pourrait être aussi plutôt malin, je pense. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Atacadão au Brésil, parce qu'on va ouvrir un magasin Atacadão en Seine-Saint-Denis, je crois, au mois de juin. Là. Et en fait, Atacadão, eux, c'est de la vente de gros. Ils travaillent, on va dire, à la papa. C'est une fois par semaine, ils mettent à jour leurs données dans leur data warehouse. Et comme ils appartiennent au Brésil, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère toutes les données du Brésil tous les jours. En fait, eux, on pourrait les récupérer qu'une fois par semaine, parce que pendant 7 jours, c'est toujours la même donnée. Donc voilà, on a des subtilités comme ça qu'on essaie de faire évoluer. Voilà, c'est pour ça que je dis, on met en place EventSync, mais on a plein d'autres petites choses que l'on veut faire évoluer à côté. Voilà, donc chaque chose avance à son rythme, à son temps, en fonction des budgets, en fonction de choses comme ça. Donc voilà, c'est... Voilà. J'avais une question qui est toute simple, je pense, mais il y a quelque chose que j'ai pas. Pourquoi attendre pour synchroniser toutes ces données et tout ça, et pas avoir un système qui soit au fil de l'eau, simplement? Même réponse que tout à l'heure. On pourrait le faire avec la France, parce que la France, eux, ils ont déjà cette mécanique au fil de l'eau. Ils ont un Kafka et des Kafka Stream qui permettent de traiter les données en temps réel. On pourrait récupérer les données de la France en temps réel. C'est le seul pays du groupe qui est en temps réel aujourd'hui pour récupérer les données. La Belgique devrait passer en temps réel aussi cette année. La Roumanie est en train de s'y mettre, donc ça devrait arriver en 2025.
Mais voilà, il faudrait que les pays soient en temps réel pour pouvoir récupérer les données en temps réel. Ok, mais par fil de l'eau, je veux pas forcément dire temps réel. C'est-à-dire que fil de l'eau, dès qu'il l'envoie. Ben en fait, ils mettent à jour leur data warehouse une fois par jour en fait. Alors ça pourrait être que oui, quand ils mettent à jour, oui, voilà. en effet. Mais c'est quand Immédiatement, même, dès qu'on a la donnée, on envoie et. ce serait un petit peu mais l'idée ici en fait. Dès qu'ils se mettent à jour, ils nous envoient un message pour que nous on puisse la récupérer. Mais on n'y est pas. On n'y est pas encore. Ouais, mais une fois que l'événement est envoyé, enfin, en fait, deux approches. Il y en a une, ça peut être simplement d'avoir une courbe qui se reconstruit en permanence, ou alors un truc qui est consolidé pour être sûr qu'elle soit juste. Quoi. Si tu n'attends pas tout le monde, ta statistique elle est biaisée pendant un Je suis d'accord, mais tu sais qu'elle va se reconstruire. Dès que tu auras la donnée. À quel moment tu sais qu'elle est viable C'est peut-être ça, simplement. Mais c'est une bonne question, ça fait partie des pistes qu'on analyse aussi, parce qu'on pourrait très bien différencier ou par pays ou par domaine, et justement synchroniser que certaines données par petits bouts, et en effet, à la fin de la journée, tout serait reconstitué, mais il faudrait arriver à avoir cette granularité, ou au domaine, ou au pays, ou la combinaison des deux, et voilà, on travaille dessus, mais on n'y est pas encore, en effet, comme je dis, on n'est pas une boîte IT, donc on fait des choses cool, mais au rythme d'une boîte qui fait de l'IT en support du business. Ok. Et deuxième question un peu troll qui m'a été soufflée à côté, là, c'est est-ce que vous revendez des données d'un concurrent à l'autre? Genre les données de vente de Pepsi à Coca? Alors non. Par contre, ce qu'on va dire à Coca ou à Pepsi, là, dans ce segment qui est mes clients, l'an dernier, vous avez, enfin la semaine dernière, la semaine dernière, c'est plutôt la semaine. Semaine dernière, où il y avait 30% de ces clients qui ont acheté du Coca. Mais maintenant, il n'y en a que 28. Donc il y a 2% qui sont passés à la concurrence. On ne dit pas le concurrent, mais Okay. on dit qu'il y a eu 2% de churn, donc de clients qui ont été perdus sur ce segment, sur ce produit. Okay, voilà. Sur les sodas saveur caramel, c'est facile, quoi. Oui, voilà, c'est sûr. Si on a la fan à la maille très fine, oui, mais voilà, ouais, on est d'accord. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une. C'est par rapport au script que vous avez mentionné tout à l'heure. Vous avez parlé de synchronisation IAM Oui. utilisée chez Google. Ouais. C'est par rapport au service account qui lance le script. Exactement. En fait, avec Google Cloud, il y a des services accounts au niveau de Cloud Run. Donc Cloud Run a une identité qui est technique, donc c'est un compte de service. Et en fait, ce compte de service, on va l'autoriser à accéder aussi bien à Firestore pour lire et écrire, ou à PubSub pour publier des messages. Et donc voilà, en fait, on n'a pas besoin d'avoir une clé, une identité supplémentaire. C'est directement l'identité de Google qu'on utilise pour chaîner toutes ces informations-là. Merci. Et une deuxième question par rapport au projet open source pareil. Est-ce que vous acceptez des MR sur d'autres implémentations, par exemple la dockerisation de l'application, mettre des M-charts pour le script? Moi, je serais très ravi d'avoir ça. Aujourd'hui, en plus, ça marche que sur du Google Cloud. Si demain, quelqu'un veut utiliser une base de données, par exemple une DynamoDB sur AWS pour remplacer Firestore, pour que ça marche aussi sur du AWS, je serais ravi que des personnes puissent le faire. Voilà. Moi, je ne suis pas trop à l'aise avec ça, et puis bon, je n'ai pas de compte sur AWS ou sur Azure, donc je fais ça que sur Google Cloud. Mais si on veut faire étoffer le produit, ben oui, justement, ce serait bien que des gens qui sachent faire puissent contribuer. Parce que moi, je suis un peu à poil. On est bon? Ok. Merci beaucoup.